Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour chers auditeurs, bonjour Christophe. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener dans un sujet à la fois délicat et fondamental. On va se plonger dans le processus de feedback, et particulièrement le feedback au sein d'une équipe de direction. On parle souvent de retour d'expérience après un chantier, ou dans d'autres secteurs, par exemple après le lancement d'un produit ou la clôture d'un projet. Mais quand il s'agit de dirigeants eux-mêmes, c'est une toute autre paire de manches, Christophe, c'est bien ça ? Bonjour Paul et bonjour aux auditeurs. Eh bien oui, c'est un peu un paradoxe. En effet, comment des dirigeants habitués à donner des directives peuvent-ils recevoir des retours et en donner entre pairs? Et pourquoi c'est absolument primordial pour la santé de votre entreprise? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors Christophe, on va commencer par le début. Pour toi, un bon feedback au sommet, c'est quoi ? Là, on parle de feedback pour des dirigeants, qui sont donc habitués à donner des directives, pas forcément à recevoir des retours. Et un petit peu comme les inconnus qui disaient il y a le bon et il y a le mauvais chasseur, ben, on peut imaginer qu'il y a le bon feedback et le mauvais feedback. Qu'est-ce qui fait qu'un feedback entre pairs est bon ? Le feedback tel qu'on le conçoit à un niveau de direction n'est surtout pas un simple bravo ou juste il faudrait améliorer ça. C'est clairement un outil stratégique d'ajustement permanent. Imaginez une équipe de direction comme un système de navigation d'un navire. Chaque membre est un capteur, une boussole, qui apporte des informations différentes sur l'environnement, sur la météo, sur l'état du navire. Le feedback, c'est ce qui permet à ces capteurs de communiquer efficacement pour s'assurer que le cap restera le bon et surtout avec le maximum de sérénité. Pour les leaders, le feedback est souvent multidirectionnel. Il peut être donné du supérieur au subordonné, mais il est surtout vital lorsqu'il circule horizontalement entre pairs et verticalement de manière ascendante, des équipes vers la direction. Vous voyez la difficulté. Il s'agit d'une évaluation honnête, constructive et factuelle des actions, des décisions et des comportements. Je vous donne un exemple. Un directeur commercial peut donner un retour à un directeur financier sur la complexité d'un nouveau modèle de tarification. Ce n'est pas une critique personnelle, c'est un ajustement basé sur les observations et les ressentis du terrain. Un bon feedback au sein d'une direction est caractérisé par la confiance et la sécurité psychologique. On en a parlé plusieurs fois. Il doit avant tout être perçu comme une opportunité de croissance, surtout pas comme un jugement. C'est ce qui le distingue d'un simple commentaire. Il est intentionnel, pertinent et orienté vers la recherche de solutions. Si on veut vraiment que ça marche, il va falloir aller au-delà des intentions. Alors, selon toi, Christophe, qu'est-ce qu'il faut mettre en place très concrètement pour inciter et faciliter un feedback efficace ? Est-ce qu'il y a une méthode, un cadre particulier qui permet d'ancrer cette pratique, et particulièrement dans un comité de direction, sans que ça reste un vœu pieux ? Avant tout, je dirais qu'il faut le construire et en plus avec beaucoup de soin. D'abord, on a besoin d'instaurer et légitimer une culture de la vulnérabilité. Le leadership, c'est pas être infaillible. Les leaders doivent montrer l'exemple en acceptant d'être vulnérables. Commencer par demander des retours sur sa propre performance, ça ouvre la voie aux autres. Un dirigeant, par exemple, qui dit: j'ai pris cette décision, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Envoie un signal fort de respect et d'ouverture. C'est donc de l'exemplarité. Ensuite, je vous propose de formaliser le processus sans le rigidifier. Le feedback peut être donné de manière informelle, mais il est judicieux de l'institutionnaliser. Cela peut passer par des points hebdo ou mensuels dédiés au feedback entre pairs, par un moment structuré au début ou à la fin des réunions de direction. L'essentiel est de lui donner un espace dédié pour qu'il ne soit pas relégué au second plan. C'est le minimum requis qui n'empêche pas en plus des échanges moins formels. Je poursuis en préconisant de choisir le bon langage. Le feedback doit être spécifique et factuel et non général. Au lieu de dire tu es trop directif, par exemple, il vaut mieux formuler: lors de la réunion de lundi, quand tu as coupé la parole à l'équipe, j'ai eu l'impression que nous n'avions pas l'espace pour apporter nos contributions. La personne qui reçoit le feedback doit et peut donc, à ce moment précis, se concentrer sur l'écoute et la compréhension plutôt que la défense. Enfin, je vous suggère d'associer le feedback à la stratégie. Le feedback n'est pas une fin en soi, il doit être lié à la performance de l'entreprise.
En tant que leader, on donne et on reçoit des retours pour mieux servir la vision de l'organisation. Lier un comportement ou une décision à ses conséquences positives ou négatives sur les objectifs de l'entreprise va favoriser un feedback plus pertinent et moins personnel. Et si on ne s'astreint pas à ce travail, on s'expose forcément à des dérives. Et comme dans chacun de nos épisodes, tu sais Christophe que j'aime beaucoup quand on explore le domaine des risques. Alors, qu'est-ce qui se passe si on néglige partiellement ou complètement ce processus de feedback au sein d'une équipe de direction ? À ton avis, quels sont les dangers ou les blocages qui peuvent apparaître déjà au sein de l'équipe de direction, mais peut-être aussi dans l'entreprise tout entière ? J'ai peur de revenir sur des lieux communs, mais comme disait mon vieux papa, ça va mieux en le disant. Et le management n'est en fait qu'une affaire de répétition. Le premier risque est la création de silos et le désalignement. Sans feedback, chacun opère dans son propre monde, sans tenir compte des interdépendances, et les décisions deviennent de plus en plus désordonnées. Ensuite, la perte de crédibilité et l'isolement du leader. Ça l'amène à prendre des décisions basées sur des perceptions erronées, ce qui érode la confiance des équipes. Enfin, le plus grand risque est la stagnation de l'entreprise. Si j'osais paraphraser Coluche, je dirais qu'il est urgent de mettre un frein à l'immobilisme. Les plus anciens comprendront. L'absence de feedback bloque l'apprentissage et l'innovation, ça c'est une évidence. Ce sont bien les ajustements liés au retour qui contribuent à l'adaptabilité de l'entreprise. Étrange, ça me rappelle le titre d'un podcast, ça, pas vous? On arrive au bout de ce sujet et comme à chaque épisode, on aime bien finir en ouvrant une perspective pour nos auditeurs. Alors Christophe, qu'est-ce que tu aimerais partager en conclusion? Si tu devais laisser aux dirigeants qui nous écoutent peut-être une seule idée simple ou un principe à retenir absolument sur le feedback au sommet, ce serait lequel? Le feedback au sein d'une équipe de direction, c'est un peu comme le ciment qui lie les ambitions, les compétences et les décisions. En instaurant une culture de confiance et de vulnérabilité, et en faisant du feedback un processus régulier et constructif, vous améliorerez à la fois les individus, vous y compris, et renforcerez le tissu de votre entreprise. Alors osez demander, comment puis-je m'améliorer? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Et osez répondre avec honnêteté et bienveillance. Je vous remercie et bonne réflexion. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.